Formule de Taylor. Les formules de Taylor, c'est des formules de cette forme-là, où vous le comprenez, cette somme c'est une fonction polynomiale, donc en quelque sorte, ces formules permettent d'approcher f de x par une expression polynomiale. Il y a plusieurs formes de formules de Taylor qui diffèrent selon la manière d'exprimer le reste que j'ai noté ici, Rn de x. Donc nous allons voir trois formules de Taylor qui vont varier donc par leur expression de la quantité Rn de x. Et parmi ces trois formules, nous allons voir deux formules globales, c'est-à-dire des formules qui sont valables sur tout l'intervalle i, et une formule locale, c'est-à-dire une formule qui ne sera valable qu'au voisinage de petit a. Donc passons d'abord en revue les deux formules de Taylor globales. Donc c'est la formule de Taylor avec reste intégral. Donc l'hypothèse c'est que f est une fonction de classe Cn plus 1, et dans ce cas-là, le reste est donné par intégrale de a à x de f dérivée n plus unième sur factoriel n fois x moins t puissance n dt. Donc là, il faut bien préciser quelle est la variable d'intégration. Vous voyez, x, c'est pas ma variable d'intégration. X, il est fixé. Ici, je calcule f de x. Donc la variable d'intégration, c'est bien t. Ce théorème, on le démontre facilement par récurrence sur n à l'aide d'une intégration par partie. Donc pour l'initialisation, je prends bien sûr n égale 0. Donc je prends f, une fonction qui est de classe C1. Si j'ai une fonction de classe C1, un corollaire qu'on a vu dans la vidéo précédente nous dit que f de x est égal à f de a plus l'intégrale de a à x de f' de t dt. Et donc vous voyez que dans ce cas-là, la formule, j'ai démontré que la formule est bien vraie au rang n égale 0, puisque la somme, dans la somme il n'y aura qu'un seul terme, n vaut 0, donc j'ai juste le terme k égale 0 de cette somme. Donc je dérive 0 fois la fonction f, j'obtiens bien f de a. Donc là, toute la somme, c'est juste le terme f de a qui est là. Et l'intégrale, vous voyez que comme n égale 0, j'obtiens la dérivée première, donc j'ai bien f' de t sur factoriel de 0, c'est-à-dire sur 1. Et puis là, j'ai un x moins t à la puissance 0, donc j'ai 1 fois 1. Donc cette formule ici, qui n'est autre que le corollaire qu'on a vu dans la vidéo précédente, me donne exactement l'expression de la formule de Taylor dans le cas n égale 0. Maintenant, passons à l'hérédité. Je fixe un entier n, je suppose que la propriété est vraie au rang n. Maintenant, je veux démontrer qu'elle est vraie au rang n plus 1, donc je prends f, une fonction de classe Cn plus 2. Si ma fonction est de classe Cn plus 2, en particulier elle est de classe Cn plus 1, donc je peux exprimer f de x en appliquant l'hypothèse de récurrence. Maintenant, l'idée c'est quoi? C'est que, vous voyez, je veux faire apparaître cette intégrale, mais au rang suivant. Au rang suivant, j'aurai quoi? Je vais devoir avoir un n plus 1 à la place du n, donc un n plus 2 ici, et un n plus 1 ici en exposant. Ça tombe bien parce que pour augmenter l'exposant, il suffit de primitiver cette partie, et ici, pour augmenter le n plus 1 en n plus 2, il suffit au contraire de dériver cette partie. Donc vous voyez qu'il faut exactement faire une IPP dans l'intégrale de ce produit. Donc c'est quoi, dans mon IPP, c'est quoi que je vais dériver? Je vais dériver la partie en f dérivée n plus une fois, et je vais primitiver la partie en x moins t puissance n. La partie en x moins t puissance n, elle se primitive en moins x moins t puissance n plus 1 sur n plus 1. Il faut bien penser qu'il y a un moins devant, puisque la variable c'est t, il y a un moins, donc quand je dériverai, vous voyez bien, il y a bien un moins qui sortira. Est-ce que je peux faire une IPP? Pour pouvoir faire une IPP, il faut que les deux fonctions soient C1, lesquelles la fonction f dérivée n plus unième et l'autre fonction qui est celle-ci. Elles sont bien toutes les deux de classe C1, donc c'est une condition suffisante pour pouvoir faire mon intégration par partie. Donc je fais mon intégration par partie. D'abord, j'obtiens le crochet où je primitive la fonction que je dois primitiver. Donc ce x moins t puissance n, je l'ai remplacé par sa primitive, par l'une de ses primitives. Ensuite, j'ai un moins, et j'ai une intégrale où cette fois, je primitive la partie à primitiver, et je dérive la partie à dériver. Ici, le crochet il vaut quoi? Alors en x, ce terme est nul, et ensuite il reste du coup juste la valeur en a, avec un deuxième moins, puisque c'est moins la valeur en a, donc les deux moins se neutralisent, et il me reste f dérivée n plus unième évalué en a,
le x-t se transforme en x-a, et en bas j'ai quoi? J'ai un factoriel n fois un n plus 1, ça me fait un factoriel n plus 1. Et puis là, mon intégrale, j'ai aussi deux signes moins qui se neutralisent, donc finalement j'obtiens un signe plus. Et vous voyez que du coup j'ai bien démontré la formule de Taylor, parce que l'intégrale que j'ai ici, c'est exactement l'intégrale qu'on voulait avoir au rang suivant. Et puis dans ma somme, il me manquait un terme, puisque maintenant je voulais démontrer que la formule était vraie au rang n plus 1, et donc il me manquait un terme, et le terme qui me manquait dans ma somme, c'est exactement celui-là, c'est le terme k égale n plus 1 de ma somme. Maintenant passons à l'inégalité de Taylor-Lagrange. L'inégalité de Taylor-Lagrange, c'est aussi, donc les hypothèses sont les mêmes, hein. F est toujours une fonction de classe Cn plus 1. Cette fois, elle part du principe qu'on a grand M un majorant de la dérivée nème de f en valeur absolue. Et donc cette fois, la quantité, f de x moins la somme, donc ça, f de x moins la somme, c'est exactement le reste dans la formule Taylor, c'est exactement l'intégrale. Et donc cette inégalité de Taylor-Lagrange me dit que ce reste en valeur absolue est plus petit que la constante grand M qu'on a trouvée ici, fois valeur absolue de x moins puissance n plus 1 sur factoriel n plus 1. Donc on va démontrer cette inégalité. Cette quantité f de x moins la somme, c'est l'intégrale, donc il suffit de majorer l'intégrale. Donc je vais calculer valeur absolue de l'intégrale, qui était le reste intégral de la formule précédente. Je prends la précaution de prendre a inférieur ou égal à x, mais on pourrait faire exactement le même raisonnement si x était au contraire plus petit que a. Donc ici, quand j'applique l'inégalité triangulaire, tout simplement, et puis valeur absolue de fn plus 1 est majorée par grand M, donc par croissance de l'intégrale. Toute l'intégrale est majorée par toute cette intégrale-là. Et cette intégrale-là, je peux facilement la calculer en calculant une primitive de x moins t puissance n. Donc la variable, hein, c'est t, donc une primitive, c'est moins x moins t à la puissance n plus 1 divisé par n plus 1. Factoriel n fois n plus 1, ça fait factoriel n plus 1. Et puis, encore une fois, en x, le numérateur s'annule. Et en a, j'obtiens deux signes moins, donc qui se neutralisent. Et j'obtiens x moins a à la puissance n plus 1. Et comme j'ai pris x plus grand que a, j'obtiens valeur absolue de x moins a. Évidemment, si a était au contraire supérieur ou égal à x, il suffirait juste d'intervertir a et x, ce qui correspondrait à multiplier les deux valeurs qui sont entre les valeurs absolues par moins 1, ce qui ne changerait donc strictement rien. Maintenant on termine par une formule de Taylor locale, c'est la formule de Taylor-Young, où cette fois le reste, donc c'est une formule qui n'est pas vraie pour tout x dans i, qui est vrai localement au voisinage de a, c'est écrit ici, et le reste on l'exprime tout simplement sous la forme d'un petit o de x moins a à la puissance n. Vous prenez garde que la formule de Taylor-Young, elle est une condition suffisante pour qu'elle soit vraie, c'est que f est une fonction de classe Cn. Donc on va admettre cette formule de Taylor-Young avec cette hypothèse-là. Par contre, je vous fais juste remarquer que si j'augmente un peu mon hypothèse, si je ne demande pas qu'elle soit Cn, mais que si je demande carrément qu'elle soit Cn plus 1, donc si je renforce l'hypothèse, je prends une hypothèse un peu plus forte. Si je prends l'hypothèse f est de classe Cn plus 1, alors dans ce cas, f dérivée n plus unième est continue, donc elle est majorée sur tout segment. Donc je pourrais appliquer l'inégalité de Taylor-Lagrange, et j'obtiendrai que toute cette quantité-là serait un grand O de x moins a à la puissance n plus 1. Si c'est un grand O de x moins a à la puissance n plus 1, c'est bien un petit O de x moins a à la puissance n. Vous avez bien compris, j'ai le droit d'appliquer Taylor-Lagrange parce que je fais l'hypothèse supplémentaire que la fonction est Cn plus 1, et parce que la constante m, je l'obtiens forcément au voisinage de a, puisque la dérivée n plus unième étant continue, au voisinage de a, donc c'est-à-dire sur un segment, une fonction continue est forcément majorée. Donc j'ai démontré la formule de Taylor-Young, qui est une formule locale, en renforçant un peu l'hypothèse. Il faut que vous reteniez qu'elle est vraie dans le cas Cn, même si on ne l'a démontré que dans le cas Cn plus 1. Et je vous rappelle que cette formule de Taylor-Young me donne effectivement l'existence d'un développement limité pour toute fonction de classe Cn.